sommes ici au Palais Niel pour l'événement Women for Future et nous sommes également en direct sur la tribune.fr et vous êtes déjà très nombreux, très nombreuses à nous suivre pour ces débats absolument passionnants. Alors on va démarrer cette nouvelle table ronde sur le thème « Les femmes protagonistes d'une nouvelle façon d'accéder au financement ». Mais avant de commencer ce débat qui s'avère d'ores et déjà essentiel, je voudrais présenter nos invités. Alix Zoranti, vous êtes cofondatrice de Ladies Bank et vous êtes directrice de pôle banque privée pour Oddo BHF. Irena Radovic, qui va être avec nous en ligne, membre du conseil et PDG d'IDF, qui est la Banque de développement monténégrine. Elle est également G5, Global Chair for Female Finance Inclusion and Corporate Readiness. Brynhilde Dumas, vous êtes présidente ECP Business School Foundation. Et Nawel Boutarouk, vous êtes fondatrice et directrice générale d'Olympe. Alors, les femmes protagonistes d'une nouvelle façon d'accéder au financement, c'est un thème qui est vaste. Parce qu'il questionne avant toute chose le rapport des femmes à l'argent, leur accès au métier de la finance et au pouvoir de financement, bien sûr aussi le sujet de la fiscalité. Alors, j'aimerais avec notre auditoire qui est ici présent et bien sûr l'audience qui est en ligne, partager quelques chiffres sur ce rapport des femmes à l'argent. Moi, j'ai été assez impressionnée de voir que, surprise même, voire un peu déçue de voir que seulement 22% des femmes investissent. Elles sont 78% à épargner et les femmes partent à la retraite avec 40% de moins de revenus que les hommes. Women who retire have 40% less than men. Est-ce que selon vous, les femmes sont moins intéressées par l'argent? Women are less interested about money. What do you think? Nawel Boutarouk, vous êtes ingénieur en informatique de formation, vous étiez spécialisé dans l'audit et la gestion des risques, déjà très engagé dans les projets à impact. Vous avez depuis longuement analysé ce sujet du rapport des femmes à l'argent et plus globalement sur le sujet de l'investissement. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Merci à toutes et à tous Thank you all for this opportunity to express our point of view en fait, on a passé effectivement beaucoup de temps sur le terrain pour comprendre quelle est la relation des femmes à l'argent. On a interviewé plus de 200 femmes, on a fait des opérations dans différents continents. Et en fait, il s'avère que les femmes, elles ont un rapport très sain à l'argent. Ce n'est pas un problème pour elles. On se trompe souvent en pensant que le rapport des femmes à l'argent il est ambigu. En fait, elles veulent générer et faire fructifier leur argent. C'est pas une fin pour elles, c'est un moyen. Je vous parle peut-être d'un projet que j'ai mené au Burkina Faso en 2016. L'objectif du projet, c'était d'accompagner des femmes dans l'industrie du beurre de karité. Et les deux objectifs principaux, c'était réduire la pénibilité et augmenter leur salaire. Et j'ai eu beaucoup de mal à activer l'objectif d'augmentation de salaire. En fait, ça a fonctionné quand on a parlé de la communauté, des enfants, du village. Là, elles ont accepté de passer à l'action. Donc, tout ça pour dire que finalement, les femmes s'activent quand elles ont des projets de vie clairs. Et en plus, quand elles s'activent, les faits démontrent qu'elles s'en sortent très bien, même mieux que les hommes. Statistiquement, 85% des femmes sont décisionnaires dans les choix financiers du domicile. Au niveau de l'excédent, le BE des entreprises dirigées par les femmes, elles sont à 8,4% contre 6,4% pour les entreprises dirigées par les hommes. Et enfin, le taux de défaut de paiement chez les femmes est beaucoup plus faible, c'est des meilleures emprunteuses que les hommes. Donc tout ça pour dire que le problème, c'est pas le rapport des femmes à l'argent, c'est la ténacité des préjugés et aussi la façon dont on fait la finance aujourd'hui. Merci Nawel. Moi je voulais revenir sur un événement qui a eu lieu au mois de juin. La Tribune a organisé un prix du livre économique et elle a remis son prix du livre engagé à Titu Lecoq pour son livre Les femmes et l'argent.
l'argent. On apprend avec cette jeune femme, cette jeune auteure, que lorsque les femmes se séparent, elles partent avec leur pot de yaourt vide. Alors je vais vous expliquer ça parce que moi j'ai appris beaucoup avec elle. En gros, ce qui se passe, c'est que quand on est marié, on investit, généralement les femmes investissent dans les courses, dans tout ce qui est matériel, dans le ménage. Le temps de ménage coûte de l'argent. On ne le confie pas à une femme de ménage, donc c'est une somme. Et donc, lorsqu'elles se séparent, très généralement, c'est des hommes qui ont investi dans la voiture, dans la maison, ou en tout cas de façon majoritaire. Et donc, les hommes partent avec leur voiture, tandis que leurs femmes partent avec leur pot de yaourt vide. Ça me permet d'introduire ce sujet sur lequel il y a eu un avancement majeur. Marie-Pierre Rixain, que vous connaissez tous ici, députée de l'Essonne, s'est saisie de ce sujet et a fait récemment passer une loi pour réduire les distorsions fiscales qui demeurent entre les hommes et les femmes, faisant que certains mécanismes de base restent encore très favorables au conjoint le plus aisé, et généralement c'est 78% des hommes. Alors finalement, le temps, c'est de l'argent. Alors je me tourne vers Irena Adovic. Irena, we are delighted to welcome you. Are you hearing me? Yes, I can hear you. You are a politician, a diplomat, and you have been Montenegro's ambassador to France. France has awarded you the insignia of Chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur. In your opinion, why is it so important for women to understand that time is money? How can women's time and commitment be better appreciated? Does this involve with education? Est-ce que ça a un lien avec l'éducation? Merci Tatiana. Bonjour à toutes et à tous depuis le Monténégro. Je suis ravie d'être avec vous. Et en premier lieu, je tiens à féliciter à la tribune, à mon amie ainsi que source d'inspiration, Chiara Corazza, pour cette magnifique et essentielle initiative. À la tête de Banque mondiale, de Banque de développement du Monténégro, je suis à la fois l'auteure est la principale actrice de la mise en œuvre de l'agenda pour l'émancipation et renforcement économique des femmes de mon pays. Et je dois souligner le rôle de la France qui a toujours, pour moi, été un modèle en matière d'émancipation économique des femmes. Et depuis l'époque où j'étais ambassadrice du Monténégro en France, donc la période entre 2010 et 2015, j'ai eu l'honneur de être témoin de leadership visionnaire français, également de travailler avec les femmes leaders extraordinaires comme Chiara Corazza et Christine Lagarde, qui était à l'époque ministre d'économie et des finances. Et c'est exactement que j'étais inspirée par mes contacts avec Chiara et Christine Lagarde, ainsi que les autres femmes très puissantes et très inspiratrice de la France, que j'ai travaillé activement depuis mon retour au Monténégro sur le positionnement de Monténégro en tête des pays des Balkans occidentaux en ce qui concerne le renforcement économique des femmes. Et je voulais dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment ravie que la France, en étant le leader parmi les pays de l'Union européenne, mais également à l'échelle mondiale, envoie une fois de plus un message puissant et visionnaire depuis Toulouse. Et je suis honorée d'en faire partie. En cherchant la réponse sur votre question, je dois dire que pour moi, c'est vraiment été honneur de servir en tant qu'ambassadrice de Monténégro en France, mais également de recevoir les insignes de chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur, qui a été moment très important de ma carrière. Je vais continuer en anglais pour être plus clair, mais I would like to say that what I'm doing right now in charge of Montenegrin National Financial Institution, Montenegrin Development Bank, actually to replicate fantastic experience that I brought together with the team that I've served with in France. And currently, we are in the process of replicating legislation. We have spent a number of years replicating the principles behind corporate Zimmermann law, but also we are currently working on replicating the principles founded under la loi Rixain.
And I would like to say that time is money for women actually carries additional weight because it's a recognition of the roles that women play, but also recognition of the understanding that we still face systemic barriers, lack of financial education, and cultural norms which need to be changed, but also at the same time, difference and pay gap issue, which puts women in a category of the population which has less disposable income to invest. Thank you so much. I would also like to say that it is very important, and we have heard today during previous panels, to empower young girls with knowledge and confidence. And it shouldn't be only academic, it has to be a step which will encompass financial literacy, gender rights awareness, and skills training, which is very important to introduce values in the society overall. And it needs to be a collective commitment. And that is what I'm doing through my institution. And that is why, over the period of 3 years that we've been implementing these initiatives, we managed to increase the level of financial inclusion of women, which today correspond to 40% of our portfolio, whereas in 2020, where I took over the leadership of the National Development Bank of Montenegro, women constituted only 5% of the overall portfolio. And I would like to echo another topic which was mentioned by a colleague in the panel, is that women are there as a corrective factor in reaching financial decisions. And when you have a look at our portfolio, I said that women already represent 40% of our initiatives, whether it is small and medium enterprises, whether these are large enterprises, whether this is green digital transition, but they only represent 1% of our non-performing loans, which means that they're not only better in economic and financial decision-making, but they're also more responsible actors in financial work. Bravo, merci beaucoup Irena pour votre témoignage. Je le fais en français parce que vous parlez plusieurs langues et que vous avez fait l'effort d'être en français avec nous. Merci beaucoup, Irena. Alix Doranty, donc, vous travaillez chez Odo BHF, qui est une banque privée qui touche principalement les grandes fortunes françaises. Et vous avez 45% de femmes clientes. Quel rapport ont ces femmes à l'argent ? Alors c'est assez intéressant. Donc parmi ces 45% de femmes clientes, quand on a fait examiner un petit peu qui on voyait en rendez-vous, on s'est rendu compte que sur tous nos rendez-vous, on voyait plutôt 80% d'hommes. Et c'est ça qui nous a poussé donc à monter les 10 banques il y a une petite dizaine d'années. Et face à ça, on a beaucoup interrogé les femmes. On leur a demandé mais pourquoi est-ce que vous venez pas ? De quoi vous avez besoin ? Pourquoi vous ne vous intéressez pas ? Alors vous allez me dire on voit des hommes, mais elles envoient qui ? Leur père, leur frère, leur notaire, leur avocat. Donc le sujet c'est effectivement, et j'aimais beaucoup votre propos, c'est qu'elles nous ont dit j'ai besoin de sens. Donc, en fait, dans quel produit fait X% l'année, franchement, je ne vais pas perdre de temps là-dessus, ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc, c'était assez marquant. Donc, l'utilité, c'est l'important pour elle, c'est absolument pas la fin, c'est les moyens. Donc, on a inversé la vision. La gestion de patrimoine, pour une femme, c'est qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? J'ai de l'argent, ça va me servir à quoi ? Et du coup, concrètement, comment je vais utiliser cet argent ? Donc on va le penser par projet, peut-être pour mon indépendance financière plus tard, au moment de ma retraite, peut-être pour financer les études des enfants, ou aussi pour faire du bien, donc faire de la philanthropie, et dans ces cas-là, comment je le fais, de quelle manière ? Et donc on a un contexte, c'est une vision par projet. Donc c'est très important. Et le deuxième point, donc je réagissais au sujet de pot de yaourt, c'est très intéressant et surtout c'est alarmant. Et donc si vous pouviez chacun repartir avec une chose aujourd'hui, c'est si vous êtes engagé avec quelqu'un, et donc si vous avez un contrat de mariage, de faire l'effet de ce qu'on appelle un crash test. Bon, c'est pénible, mais c'est comme ça. C'est que se passe-t-il en cas de décès ou divorce ? Et concrètement, on se rend compte que dans 80% des cas,
les gens n'avaient pas prévu l'incidence. C'est-à-dire que ce n'est pas spécialement la faute des hommes. On s'est lancé dans un process, une organisation au sein de notre famille sans vraiment trop y réfléchir. On a fait un contrat de mariage sans vraiment comprendre l'incidence de celui-ci. Donc je vous invite à faire ça. C'est un peu pénible, je ne me le cache pas. Mais finalement, vous appelez votre notaire et ce sera un énorme soulagement. Et donc finalement, prendre soin de son patrimoine, c'est commencer à mettre les choses au clair dès le départ pour gagner en sérénité et puis ajuster les choses. Bravo. Merci Alix. Alors on va continuer un petit peu avec vous, puisqu'on comprend donc que les femmes ont envie d'investir sur des projets différents, qu'elles ont besoin d'avoir de sens, qu'elles ont besoin de comprendre que le temps c'est de l'argent. Alors pourquoi vous avez créé Ladies Bank ? Nous avons créé Ladies Bank. Donc comme vous savez, je dirige une équipe de banquiers privés chez Odo. J'ai vu ces femmes, ça m'a marqué, et on l'a créé en se disant il faut changer la donne. Il faut faire en sorte d'offrir aux femmes les clés pour prendre soin de leur patrimoine. Alors, Ladies Bank, ça a 3 dimensions. La première, elle est évidente, c'est dans le cadre de mon boulot, faire revenir les femmes à la banque. Donc, on prend soin d'elles, et donc pour ce faire, on organise des événements pour elles. Donc ça, c'est simple. Je ne vous cache pas que c'est des femmes qui sont quand même très accompagnées, puisqu'on parle de gestion de fortune, donc des avocats, des notaires. Donc le deuxième sujet pour nous, c'était prendre soin de toutes les femmes. Justement parce que nous sommes des experts de la gestion de patrimoine. Nous avons les connaissances, les compétences. Et donc, on a voulu rendre à tout le monde et offrir à tout le monde ce savoir. Donc, on l'a fait avec 2 dimensions. Un site internet gratuit, ouvert à tous, en fait, où vous allez retrouver donc des conseils adaptés à chaque étape de votre vie, justement, parce qu'à chaque étape de cette vie, on a des projets différents, on a des préoccupations différentes. Et donc, on réfléchit à ces sujets de cette manière-là. Et le deuxième, de façon très concrète et très terrain, on a voulu offrir des ateliers dans des associations, des entreprises et des universités, où là, on offre à tout à chacun les clés pour commencer à prendre soin de son patrimoine. De façon très concrète, dans les universités et les grandes écoles, on va dire très bien, l'année prochaine, vous entreprenez votre première année dans votre premier boulot, à quoi vous devez penser. Quelles sont les clés à avoir pour commencer ou pas à épargner. Donc ça revient au basique de l'éducation financière, mais donc il faut aller offrir ça à tout à chacun. Et ça, c'est vraiment ce qui nous tient beaucoup à cœur avec Ladies Bank. Et donc c'est un projet intrapreneurial qui est porté par des salariés du groupe Odo. Merci Alix. Nawel, vous avez, avec Olympe, vous êtes très engagée à développer l'investissement des femmes, on l'a compris tout à l'heure. Comment faites-vous pour intéresser les femmes à ce sujet ? Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, changer pour intéresser les femmes à l'investissement ? Et quelle méthode vous avez déployée avec Olympe pour les convaincre ? Ça rejoint ce que disait Alix, c'est-à-dire on s'intéresse à la femme, qui elle est. On va peut-être aller un peu plus loin, s'intéresser à la personnalité de la femme, son rapport à l'argent, son rapport au risque. Comment elle apprend. En fait, on a développé des méthodes, des algorithmes neuroscientifiques, parce qu'une femme de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 et plus, si elle est en couple ou pas, si elle a des enfants ou pas, si elle a grandi dans une famille où on parle d'argent ou pas, ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Donc, on part vraiment de la personnalité. On va regarder les projets de vie des femmes, parce qu'ils ne sont pas les mêmes selon le moment de vie et le cycle de vie. On va rentrer dans des sujets assez intimes, dans le sens où peut-être un divorce, effectivement, comment je garde mon train de vie après un divorce. Comment on sécurise un mariage, comment on peut partir en retraite un peu plus tôt, l'éducation des enfants, une reconversion professionnelle, acheter une boîte. Donc on a vraiment identifié les moments clés et les projets. Et ensuite on a mis en place du coaching, l'accompagnement personnalisé, très inspiré de la gestion de fortune et banque privée, parce qu'on a passé beaucoup de temps pour savoir comment on accompagne les femmes en gestion privée et gestion de fortune. Nous, on a l'ambition de démocratiser l'investissement. On part du principe que la tech a ce pouvoir de rendre accessible et le ticket à l'entrée ne devrait pas être des centaines de cas ou des millions. On est capable de proposer une démarche personnalisée avec très peu. On négocie pour structurer des produits financiers avec un ticket à l'entrée plus bas. Donc, pour répondre à ta question, Tatiana, c'est de la personnalisation. On s'intéresse au projet de vie, personnalisation, c'est-à-dire comment elle fonctionne
interested in the personality of the woman. So what is her personality? Par rapport à l'argent, les moments de vie, ensuite du coaching spécifique, et on propose des produits financiers parce qu'on a bien compris que les femmes veulent mettre leur argent au service de thématiques et de secteurs qui sont très importantes pour elles. C'est-à-dire, c'est pas de la philanthropie, elles veulent réaliser leur projet de vie, pas aller chercher la performance, mais en mettant leur argent au service de projets et de secteurs qui leur tiennent. Merci Nawel pour ce sujet. Alors il y a un sujet que tu n'abordes pas, c'est la manière de l'implémenter aussi. Parce qu'en vérité, finalement, quand on va aujourd'hui à la banque, on nous propose quand même des produits financiers de performance. Si on n'est pas encore une grande fortune française, ça ne saurait tarder, j'espère pour vous, nous tous et nous toutes. Mais effectivement, quand on va à la banque, on a encore des produits bancaires assez traditionnels, difficiles d'accès. On voit aussi dans toutes les études que les femmes passent par les plateformes en ligne plutôt que passer par des conseillers pour investir. Donc finalement, le sujet n'est pas si simple et n'est pas accessible à tous. Comment avec Olympe, vous faites pour conquérir davantage de femmes dans l'idée d'investir? On s'est beaucoup cherché parce qu'on est une petite start-up encore. Donc on a fait le B2C et aujourd'hui on fait notre acquisition en B2B, c'est-à-dire on le fait avec des entreprises qui ont dans leur ADN l'engagement pour l'égalité femmes-hommes. Donc c'est ces entreprises-là qui proposent un service Olympe à leurs collaborateurs. Merci beaucoup, je rebondis sur un sujet, finalement on a dit les femmes ont besoin d'un projet avec du sens, mais pas forcément philanthropique. Je crois que Brynhilde, tu es assez d'accord avec ça quand on a discuté. Finalement, dans le milieu des fondations que tu représentes, puisque tu présentes l'ESCP Business School Foundation, finalement on s'aperçoit que les femmes ne sont pas des grandes donatrices. Alors moi je vois les femmes qui s'investissent dans des projets impact, investir dans une école, ça me paraît être un projet impact, en tout cas dans l'éducation. Comment vous analysez ça, le SCP, et comment selon vous on peut les faire passer à l'acte? Alors c'est une vraie question en fait. Le sujet de la philanthropie chez les femmes de manière générale est un sujet qui a été très très peu étudié. Il commence à y avoir en ce moment quelques études qui commencent à sortir. Et pourtant la philanthropie chez les femmes c'est depuis le Moyen-Âge. Catherine de Médicis, c'est vraiment une dynamique qui existe. Et pourtant, nous, à notre propre niveau d'expérience de fondation de grande école de commerce, attention, on est vraiment grande école de commerce, parmi nos donateurs, seulement 10% sont des femmes. J'ai interrogé la Fondation HEC, l'INSEAD, Dauphine. Elles ont toutes ce type de retour. Seulement 10% de nos donateurs sont des femmes. Et à côté de ça, en parallèle, si vous regardez les analyses de la Fondation de France, 51% des femmes sont donatrices contre 46% des hommes, pour un don moyen de 100 €, alors que le don moyen d'un homme est de 120 €. Ça, ce sont des chiffres de la Fondation de France des années 2010. Donc il y a effectivement une discrepancy, comme on peut dire en très bon franglais. Et en fait, on l'analyse comme ça. Et c'est exactement ce que vous avez dit. En fait, les femmes, elles cherchent des sujets à impact. Elles ne sont pas là pour leur ego, moins sensibles à la peer pressure, comme on dit. Or, soit nous, les fondations des grandes écoles, on l'utilise beaucoup. Un tel a donné, pourquoi tu ne donnes pas? Les femmes ne sont pas du tout sensibles à ça. Elles cherchent des projets à impact. Et sur des sommes peut-être moins importantes que les hommes. Donc peut-être que nous, Business School, on considère peut-être qu'on est moins un projet à impact que d'autres projets comme le CARE, ce qu'on appelle le CARE. Donc c'est tout ce qui a trait au risque de la vie, en fait, la pauvreté, la maladie, l'enfance, l'éducation, mais de la petite enfance. Et c'est vrai que c'est là que les femmes vont faire leurs donations moins importantes que les donations des hommes. En termes de, les femmes vont plutôt aller vers ce qu'on appelle les giving circles, c'est-à-dire qu'on va donner ensemble, en groupe. Moi, mon nom, mon don et mon nom sur l'amphi. Ça, on est dans une dynamique un petit peu différente. Mais c'est vrai qu'on constate que les femmes sont moins donatrices que les hommes, en tout cas dans notre environnement. Et pourtant, on touche des CSP+, clairement, dans l'environnement des grandes écoles aujourd'hui. Et ce ne sont pas les femmes qui sont les plus dynamiques en termes de give back, comme on dit, et de donation. Donc c'est vraiment intéressant, mais c'est un sujet qui n'est pas étudié. La philanthropie chez l'homme a été étudiée il y a
très peu d'études sur la philanthropie chez les femmes. C'est en train d'arriver grâce à toutes ces grandes donatrices américaines, Sheryl Sandberg, etc., qui ne sont pas que des héritières, parce qu'il y avait effectivement les femmes qui étaient des héritières. Donc elles géraient, en tant qu'héritières, elles géraient des grandes fortunes, et la philanthropie sur ces grandes fortunes. Donc ça commence à arriver, on va pouvoir voir des analyses, mais c'est quand même, pour nous, fondation de grande école, qui cherchons tous à lever, alors on n'est pas Harvard, on ne va pas lever 500 milliards ou 10 milliards, mais on cherche de plus en plus à financer nos grandes écoles qui, peut-être ne le savez-vous pas, mais n'ont quasiment plus aucun financement public, voire aucun. Toutes ces grandes écoles n'ont pas de financement public, donc les fondations doivent prendre le relais, la philanthropie doit prendre le relais. Et on touche les hommes, on a des dons très conséquents, ce qui vont de 500 000 à 10 millions d'euros par individu, mais il n'y a pas de femmes sur ces montants-là aujourd'hui. Donc ça sera analysé et ce sera très intéressant. Oui, et ce sont ces futures femmes qui vont accéder au poste clé, donc on a besoin d'elles. Irena, je me permets de vous poser la question en français. Sentez-vous libre de nous répondre en anglais, bien sûr. Vous avez contribué à la mise en œuvre d'un projet financé à hauteur de 50 millions d'euros par l'AFD, l'Agence française de développement, pour accompagner et promouvoir les investissements climat en faveur de PME et municipalités monténégrines, en lien avec la stratégie nationale de développement durable. Qu'est-ce qui vous a poussé à développer ce projet? Et en fait, j'ai envie de vous poser tout de suite une autre question. Est-ce que, selon vous, les femmes portent un autre regard sur l'investissement et sur les projets à impact en particulier? Thank you, Tatiana. I want to underline that I always believed in the importance of sustainable development, the need for robust investment in this sector. And it is in collaboration with the French Development Bank, with AFD, that we developed a joint project to allow Montenegrin SMEs and municipalities spearheading this process to have access to the necessary resources. This is actually part of a wider strategy designed for the Western Balkans by the President Macron, which was actually put forward in 2021. And I would like to say that this decision to develop this project is actually a recognition of imminent challenges posed by the climate change and the fact that potential for innovative solutions. Du changement climatique, il faut trouver des solutions. Et ce projet permettra d'accélérer la transition verte. S'agissant du rôle des femmes dans ce projet, je dois souligner que 40% des fonds vise l'inclusion et la diversité. C'est une excellente expérience, à mon avis, ce modèle français de développement. Et la législation existante permet de mettre en avant les femmes dans des positions clés. Et à cet égard, nous avons lancé toute une série d'initiatives focalisées tout particulièrement sur la création de projets consultatifs, de projets techniques, afin de pousser les femmes dans le domaine de l'éducation des STEM et de projets qui ont une composante verte. Mon rôle particulier a été de me centrer sur les investissements financiers, de comprendre le potentiel transformateur et le fait que le rôle des femmes est important pour l'innovation et pour la croissance économique nationale. Dans ma société, qui est typique des sociétés des Balkans, de l'Ouest, il y a une forte exclusion des femmes. Comme l'a dit Alix, d'après son expérience, je voudrais souligner, moi aussi, et attirer votre attention sur le fait que les femmes du Monténégro ne représentent que 4% dans l'immobilier et 8% dans le foncier, ce qui explique la nécessité de ces projets.
Donc, nous sommes allés dans 3 directions. D'abord, nous avons donné des taux d'intérêt subventionnés. Deuxièmement, nous avons accordé des subventions et des programmes de conseil qui ont aidé les femmes à mettre en place leur business plan. Et troisièmement, nous avons fourni des garanties, des collatéraux, afin que les femmes puissent avoir accès à des prêts de 50 000 à 2 millions. Et ces 3 dernières années, notre expérience nous a montré que ce type de projet est encourageant et qu'il peut être fait à la mesure des besoins des femmes dans l'économie et que cela peut avoir un impact important. Aujourd'hui, nous pouvons analyser par rapport à 2021 lorsque nous avons démarré le projet. Aujourd'hui, nous avons un impact beaucoup plus important et des prêts de plusieurs millions qui ont été demandés par les femmes et par des dirigeantes d'entreprises. Nous sommes donc très fiers de cela. Et dans le domaine du recrutement également, cela envoie un message fort. Lorsque j'ai rejoint l'institution, j'étais la première femme des 30 dernières années à être PDG de l'institution. Et aujourd'hui, nous avons 57,5% de femmes qui sont dans des postes de prise de décision dans mon institution. Et nous avons la parité au conseil d'administration et nous avons les meilleurs résultats financiers et de rentabilité depuis ces 3 ans d'existence. Et donc, je suis particulièrement fière de vous dire que lorsqu'on a une vision, lorsqu'on a la croissance et qu'on utilise les instruments financiers, on peut créer le changement en très peu de temps, en une question de quelques années. Et je suis vraiment fière de ce partenariat avec la Banque française de développement et fière également de la stratégie du gouvernement français dans les Balkans et qui ont joué un rôle important et qui ont rendu ceci tout à fait possible. Un très grand merci, Irena. J'ai envie de résumer aussi votre intervention en disant que finalement, quand on voit les préoccupations des femmes, elles devraient être beaucoup plus nombreuses à être à votre poste pour pouvoir proposer des financements très différents. Alors, j'ai envie de m'arrêter quelques instants sur ce sujet des métiers, de l'accès aux métiers que vous avez évoqués, et notamment en particulier des métiers de la finance. Blinit, vous faites le constat que les femmes accèdent aujourd'hui plutôt plus facilement au métier de la finance. On voit plus de femmes CFO, directrices financières, membres de Connex. En tout cas, ça progresse. Mais elles sont en revanche beaucoup moins nombreuses à taper aux portes du private equity. Et ces étudiants, ces étudiantes représentent notre avenir. Racontez-nous pourquoi cela vous a interpellé et ce que vous allez faire pour essayer d'analyser cela. Merci. Alors là, je vais mettre la casquette ESCP, la business school elle-même, pas la fondation. Donc, l'ESCP, donc en fait, c'est une école qui est très particulière parce qu'elle est implantée dans 5 pays européens, 6 avec un point aussi à Varsovie, et donc avec une expérience interculturelle très intéressante. Et on peut comparer énormément de choses, vu que plus de 70% de nos étudiants sont non français. Et nous formons donc à l'ensemble des disciplines, que ce soit le marketing, le management, et on a énormément d'étudiants. On est une école qui est relativement reconnue et réputée sur la filière finance. On a plus de 15 options de spécialisation ou de master en lien avec la finance. Mais 25% seulement de nos professeurs de finance sont des femmes. Déjà, ça c'est intéressant, je pense, à noter. Et 20% à peu près de nos étudiants qui suivent les cours de finance vont dans les métiers de la finance. Seulement un tiers de ces étudiants sont des femmes. Alors qu'il y a à peu près 30 à 40% de femmes, donc un peu plus d'un tiers, qui suivent les cours de finance dans l'école. Et ça, c'est quand même assez intéressant à suivre. Alors, il y a eu plusieurs études. Il y a une étude du BCG là, qui est sortie en 2022 sur déjà les CFO. Donc, les CFO, 13% des entreprises qui ont été interrogées par le BCG, il y avait à peu près 150 grandes entreprises, 13% sont des femmes en CFO. C'est pas mal. Ce
qui est intéressant, c'est qu'en Europe, c'est plus important, ce pourcentage est un peu supérieur, alors qu'aux États-Unis, il est un peu inférieur. En Asie et aux États-Unis, il est inférieur. Donc 13% de femmes CFO. Une autre statistique intéressante, effectivement, c'est que vous avez 2/3 de femmes dans la strate, je dirais, de non-management, où il n'y a pas de métier de management en finance. Vous avez 2/3 de femmes, donc ce sont quand même beaucoup de femmes sont dans les métiers de la finance. Mais dès qu'on passe au niveau senior, leadership, CFO ou manager dans les métiers de la finance, le ratio s'inverse. 1/3 seulement de femmes pour 2/3 d'hommes. Donc ça, c'est le premier constat. Ensuite, effectivement, alors là, une étude de 2020 a donné les chiffres. Seulement 5% des partenaires, des associés dans les fonds de venture capital sont des femmes et seulement 10% des fonds de private equity plus classiques sont des femmes. Donc on est vraiment sur une situation où, quand on monte dans la hiérarchie, on a une présence féminine de moins en moins importante. Une fois qu'on a fait ce constat, alors chaque entreprise a ses petites initiatives, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc en fait, ce qu'on a fait à l'ESCP, vu qu'on a cette empreinte pan-européenne, on l'a lancé une chaire, grâce au soutien de plusieurs entreprises, une chaire sur les femmes en finance. Essayer de quantifier, voilà, merci. Quantifier, qualifier, quantifier, comprendre pourquoi les femmes sont sous-représentées dans les métiers de la finance, ou en tout cas au niveau plutôt managérial et au-dessus, proposer des solutions pratiques, avec un guide des pratiques, avec des recommandations et avec 2 axes. Donc comment attirer les étudiantes pour aller plus vers les métiers de la finance, les y intéresser, et ensuite comment les entreprises vont les attirer et les retenir, puisque on voit qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui rentrent en finance, mais plutôt premier niveau. Et ensuite, comment est-ce qu'on les retient? Et donc, cette chaire qui va durer au moins 5 ans, qui est financée grâce à du mécénat. Hein. On est une fondation, on est une business school, comme je disais, plus de financement public, donc mécénat qui permet de développer des projets comme ça. Et on espère vraiment pouvoir comprendre les ressorts, les biais, et proposer des solutions concrètes. Ce n'est pas une chaire de recherche pure, c'est vraiment proposer des solutions concrètes. Et tout à l'heure, Elisabeth parlait du rôle modèle. C'est vraiment très très important. Les écoles ont créé les groupes de grandes écoles au féminin, avec dans chacune des grandes écoles des groupes locaux, et on développe de plus en plus des interventions de femmes dans la finance, alors quels que soient les métiers d'ailleurs, mais notamment dans la finance. Et cet impact-là du rôle modèle, c'est un impact immédiat, au-delà bien évidemment de la recherche et des résultats de la recherche qui vont plutôt être donnés dans les années à venir. Mais à court terme, le rôle modèle, je confirme vraiment ce que disait Elisabeth, c'est très important auprès des étudiantes. Plus il y aura de femmes dans certains métiers qui viendront, qui expliqueront. Donc nous, on est déjà au niveau de l'enseignement supérieur. Bien sûr, il faudra aller encore en deçà, il faudra aller dans les classes prépa, il faudra aller dans les lycées, mais c'est vraiment quelque chose qui sera extrêmement important. Donc ça, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur à l'ESCP, cette chaire, et on espère vraiment pouvoir revenir peut-être dans 5 ans et proposer, vous dire ce qu'on a découvert et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les femmes. Merci beaucoup, Wendell. Alors, notre temps est déjà écoulé, donc on va devoir s'arrêter là. Je voulais juste de résumer en fait ce qu'on s'est dit à l'instant. Je vois que finalement le rôle de l'éducation est clé. Dans les échanges que j'ai eus avec vous toutes, vous avez beaucoup parlé de ce sujet de l'éducation financière, de comprendre que le temps, c'est de l'argent et que les femmes en doivent en avoir conscience pour l'utiliser à meilleur escient. Donc merci à vous toutes de votre participation et on continue Women for Future.